Donc, Rodolphe Bonas, salut Rodolphe. Salut Stéphane. Alors, maintenant donc, CA.com est devenu Aristide Retail Technology. Et oui, Aristide Retail Technology, parce que le métier a tellement changé que pour pouvoir arriver à produire des services dans ce métier de la distribution, on ne peut pas faire l'économie de la technologie, des outils, des dispositifs digitaux, et donc c'est le cœur de métier maintenant de notre activité, et les services, c'est finalement, tu sais, la conséquence de la technologie que tu implémentes. En vrai, le système s'est inversé, hein. Au départ, on rendait beaucoup de services avec un peu de technologie. Aujourd'hui, on implémente des technos qui rendent service. Le monde a un peu évolué. 40 innovations retail, hein, donc c'est ton bouquin, on va en voir la couverture. 5 ans que tu publies ça. Exactement. À chaque fois que tu cours le monde pour aller voir. Alors, les magasins et pas seulement la grande distribution. Et justement, mais on va y revenir, il y a énormément de technologie. Alors, ok pour Retail Technology, pas de problème. Pourquoi Aristide ? Pourquoi Aristide ? Parce que Aristide Boucicaut, qui était le fondateur du Bon Marché, est finalement le grand inventeur d'un commerce moderne. Il faut imaginer que cet homme, fin du 19e siècle, se lance dans les grands magasins et invente quasiment tout, Stéphane. Il invente la promotion commerciale, il invente la livraison à domicile, il invente l'actionnariat salarié, il invente les semaines du blanc. Bref, c'était un génie. Au bonheur des dames de Zola, c'est lui ? Oui, c'est lui. C'est en effet, Zola s'est inspiré d'Aristide Boucicaut. Alors Aristide Franchement, Boucicaut, on le dit d'un mot, mais c'est un bouquin formidable à lire, Au bonheur des dames. Zola, pas toujours. Celui-là est formidable à lire. Il est exceptionnel. Voilà. En effet, et puis il décrit aussi cette époque intense finalement où tout s'est créé, tout s'est mis en œuvre. Petite anecdote que je vous livre ici, Aristide Boucicaut, c'était un monsieur très très grand, et il était un peu grand, et donc il était légèrement bossu. Et l'expression, la bosse du commerce, elle vient de là. Non. C'était la bosse d'Aristide Boucicaut. Oui, on disait, et tu as la bosse du commerce parce que tu as la même bosse que monsieur Boucicaut. Incroyable. Et ben voilà, ça vient de là. Donc c'est pour te dire à quel point cet homme était un grand homme. Thomas Philippon, donc, qui sera avec nous tout à l'heure, là. Alors, et on va reparler d'Amazon aussi. Dans son bouquin sur la concurrence, il est très... Il y a de longs chapitres sur Walmart Amazon, Oui, qui est une... Oui, mais c'est une bataille très étrange, parce que normalement, un duopole ne se fait pas concurrence. Or là, c'est une concurrence à mort entre les deux. On le doit en grande partie à Walmart. Mais, voilà. Et donc, il a cette phrase, donc laissons de côté... il a cette phrase qui est de dire... La question n'est pas de savoir pourquoi on n'a pas de Google en France ou en Europe, on n'a jamais été dans la course. La question est de savoir pourquoi on n'a pas un Tesla allemand et pourquoi on n'a pas un Amazon français, vu que depuis Boucicaut, on a tout inventé. Et oui, Stéphane, c'est une vraie question, mais elle se pose cette question quasiment à tous les entrepreneurs. La réalité, et là je prends une phrase que j'aime beaucoup, c'est est-ce que un fabricant de bougies peut arriver à vendre des ampoules ? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on peut, lorsqu'on est installé dans son business, lorsqu'on a créé, innové, inventé, arriver à tellement se poser de questions qu'on est capable de disrupter. Alors on en a des exemples qui ont réussi ce formidable basculement, on a tendance à l'oublier, une boîte comme IBM. Il faut se rappeler que c'est l'inventeur de la restons sur notre grande distrib. Restons sur notre grande distrib. Regarde, restons sur le retail, sur le commerce. On a quand même que 20 minutes. J'en sais rien, mais regarde un truc, par exemple, comme la Galaxie Auchan, qui est l'association familiale Muliez, l'AFM, qui est exceptionnelle, qui est au confluent d'énormément de mutations du commerce. Decathlon en est, voilà, le plus grand exemple. Ils ont raté le truc. Et tu sais, c'est Michel-Édouard Leclerc est venu me le dire dans ce studio. Il me dit, toute ma vie, je me suis inspiré de mes concurrents. Amazon, j'ai tout raté. Parce qu'on est passé à côté. Alors attention, parce que moi, j'ai une lecture un tout petit peu différente. C'est-à-dire que je considère qu'on est peut-être passer à côté de cette immédiateté, cette instantanéité qu'est Amazon, qui est née il y a à peu près une dizaine d'années finalement dans cette histoire commerciale. Mais je crois que nos retailers traditionnels n'ont pas dit leur dernier mot. Pourquoi ? Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une course effrénée, tu parlais de Walmart, Amazon, mais il y a une course effrénée entre magasins physiques, magasins digital, et il y a une course effrénée dans laquelle finalement on se rend compte que ce magasin digital, il a ses propres limites. Par exemple, une limite. Bien sûr. Il a ses propres limites. Mais au départ, on ne pensait pas qu'elles étaient là, ces limites. On pensait que les arbres allaient grimper jusqu'au ciel. Mais ce n'est pas le cas. En fait, la réalité, on se rend compte qu'il y a une course d'un côté pour des retailers traditionnels pour arriver à encapsuler le digital, mais il y a une course
du côté d'Amazon pour encapsuler le physique. Alors ils en sont où justement avec Whole Foods, la chaîne de supermarchés qu'ils ont acheté il y a combien, 3-4 ans? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien là que le bas blesse, c'est qu'aujourd'hui, la démonstration de la performance commerciale d'Amazon dans le monde physique est à faire. Il a encore tout à inventer. Et aujourd'hui, toutes les expériences, les innovations qu'on peut voir aux États-Unis chez Whole Foods, bah, ça casse pas... Trois pattes à un canard. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans ce magasin, finalement... Il n'est pas différent des autres magasins. Il y a en effet quelques casiers, quelques innovations technologiques, mais qui ne font pas le trou. Eh bien, on voit bien que ici, il y a bien la course des retailers traditionnels qui courent et qui disent je vais rattraper cette vitesse-là du digital que je vais encapsuler. Ils ont en partiellement réussi. Il faut imaginer que le drive aujourd'hui, c'est plus de 10%. Oui, mais attends, moi, parce qu'il y a la question qui vient tout de suite, c'est la taille de marché. C'est-à-dire aux États-Unis, tu peux faire Amazon, en France, tu ne peux pas faire Amazon. Nos distributeurs, tu le sais mieux que moi, il y a 10-15 ans, ils règnent sur le monde. Ils sont en Chine, ils sont en Brésil, ils sont en Russie, ils sont en Pologne. Et j'ai l'impression que depuis, en fait, ils n'ont fait que rétrécir. Et que la puissance de la distribution française, à ce moment-là, ils avaient le marché pertinent, comme on dit, pour lancer un équivalent d'Amazon. Il y avait la possibilité, mais c'est toujours la même question, c'est est-ce que lorsque je suis dans une situation de confort, je suis capable d'anticiper l'inconfort ? Et finalement, est-ce que c'est pas la situation de stress créée par un Amazon qui finalement donne un coup d'accélérateur et un coup de booster à la logique. C'est-à-dire que j'ai besoin d'Amazon pour me réinventer. Est-ce que je suis capable de me réinventer par moi-même ? C'est la même chose que ce que tu disais avec Volkswagen. Quelque part, ou un grand... à un moment, bah oui, il voit naître, il a fabriqué des voitures depuis plus d'un siècle et il n'est pas capable d'inventer la voiture électrique. Mais parce que pour lui, conceptuellement, c'est... Philippon ne pense pas à Volkswagen. Moi, je pense pas... Non, je pense pour Tesla. Alors pour Tesla, c'est peut-être plus facile que pour la grande distrib, parce que là, c'est chaud quand même. Mais il pense à... un entrepreneur allemand baignant dans le Mittelstand et la culture automobile, tu vois, qui aurait pu avoir cette espèce de vision, quoi. Exactement, comme quand c'est créé derrière Mercedes, Audi. Et là, tu es quand même obligé, enfin, je te donne assez raison. Il y a l'idée qu'on ne peut pas se disrupter, oui, sans doute. C'est difficile. C'est très, très difficile. Il y a aussi l'idée qu'assez vite, il y a quand même des systèmes d'endogamie, de protection, de rente entre banquiers, entrepreneurs, personnalités politiques, etc. Oui, Stéphane. Alors, restons sur Amazon. Regardons, donc allons-y dans certaines de tes innovations retail. Alors, c'est celle qui m'a le plus surpris du bouquin. C'est le salon de coiffure d'Amazon. Donc, on va voir les images et puis tu vas me raconter. Mais quelle est la stratégie ? En fait, ben voilà. Alors ça c'est Amazon tout craché. Amazon, c'est une machine à faire de l'innovation. C'est-à-dire qu'à la rigueur, il faut penser l'innovation totalement différemment. C'est-à-dire que dans une entreprise traditionnelle, on pense l'innovation dans une logique de succès. C'est-à-dire, on se dit, on se met tous les moyens pour faire en sorte que cette innovation donne un succès derrière. Amazon, c'est véritablement l'idée de faire de l'innovation pour faire de l'innovation, considérant que l'échec est aussi instructif que le succès, voire même peut-être plus. Eh bien, dans cette idée-là, et ça, ce magasin, on va dire ce concept store, c'est exactement ce concept store autour de, en effet, des cheveux. Alors moi, je suis pas très bien placé pour en parler, mais en tous les cas, c'est assez incroyable, c'est-à-dire d'essayer de les réinventer. C'est vrai que j'avais pas. C'est vrai, tu vois, bon, j'ai encore du boulot à faire. Mais c'est vrai que l'idée, c'est vraiment d'essayer de réinventer ce moment, qui est le moment du coiffeur, dans lequel on va pouvoir consommer des vidéos, capable de préparer ses courses, etc. Essayer d'avoir un truc complètement encapsulé. Et c'est pas un hasard, vous savez que toutes les innovations d'Amazon, elles commencent au siège. C'est-à-dire qu'elles sont testées d'abord par les collaborateurs d'Amazon. À Seattle, c'est là que ça se passe. C'est là que s'était passé Amazon Prime, Amazon Go. Tout ça s'est mis en œuvre. C'est là qu'on a testé. C'est là qu'on a échoué. Parce que le premier magasin Amazon Go à Seattle, c'était une catastrophe. Ça ne marchait pas. Donc voilà, et on voit bien que cette machinerie d'Amazon, c'est d'abord et avant tout une machine de l'innovation et de la créativité. Bon, j'ai lu, d'après ce qu'on voit, il y a la possibilité que vous voyez la coupe qu'on va vous faire avant qu'on vous la fasse. Bien sûr, oui. Ça, alors, ce qui est là, une révolution. C'est assez génial, Je me suis avec des cheveux. Ça m'a fait un choc. Non, mais j'imagine même pas. Alors, il y a un sujet actuellement autour, alors c'est Fédération Procos qui regroupe donc 300 enseignes et qui fait état quand même, alors tu vas me dire, ça fait combien de temps que tu t'intéresses au retail 30 ans, ouais, voilà. Et ça fait 30 ans qu'on te dit que le magasin est mort. Oui, ça fait voilà, c'est ça. Ouais. Là quand même, les gars ont l'air un peu plus inquiets et ils ont l'impression, en fait, le seul monde d'après, c'est le magasin qui en est un peu victime, moins de déplacements, trafic dans les... Alors, le chiffre d'affaires des centres commerciaux reste toujours très intéressant, mais le trafic à l'intérieur est beaucoup moins important. Trafic dans les magasins aussi qui a baissé.
se passe quelque chose ? Oui. Alors, il se passe quelque chose. Ce qu'on peut considérer que, avant tout, ce qu'il se passe, c'est que nos modes et nos moyens de consommer ont radicalement changé. Et cette crise sanitaire, elle a accéléré ce dispositif de manière colossale. La réalité, c'est que quand on analyse la fréquentation, je suis complètement d'accord avec cette logique-là. Ça veut dire qu'en effet, on fréquente dans une logique de destination dans laquelle cette visite en magasin, elle a pour vocation de sentir, toucher, découvrir, discuter avec un vendeur. Bref. Flâner, je crois que c'est ça qui disparaît d'ailleurs. Alors, ça disparaît pas tout à fait. En fait, la réalité, c'est beaucoup plus sacralisé. Pourquoi ? Parce qu'il existe aussi un autre élément, c'est qu'on peut transactionner à distance. En fait, la réalité, et ce qui est calculé dans cette étude, c'est de dire, attention, on va avoir un déficit de transactionnel. Mais attention, le transactionnel à distance ne veut pas dire qu'il ne va pas bénéficier à la marque qui a des magasins. C'est ça qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on voit très très bien que le magasin reprend finalement des titres de noblesse, des vertus qui sont des vertus vraiment expérientielles. Et c'est tout l'objectif de mon bouquin. C'est bien pour ça qu'on en parle. Je le fais parce qu'on voit bien la différence. Et je mais là, attends. Vas-y. Pour te donner juste un chiffre, parce qu'aux États-Unis, en fin 2021, ils ont sorti un chiffre absolument passionnant. Ils ont calculé le nombre de magasins qui avaient fermé. C'est absolument incroyable, il y en a 4000, d'accord ? Mais il faut savoir qu'on en a quand même réouvert 8000. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la volonté, l'envie de donner à découvrir ses produits, ses services, ses collaborateurs à ses clients, elle est colossale. Et c'est pour ça que dans le bouquin, et ça fait plusieurs années que j'en parle de ça, c'est pour ça qu'aussi il y a un nouveau spectre et un nouveau champ complet, fou, de magasins qui vont s'ouvrir, qui sont liés à toutes ces DNVB, ces fameuses Digital Native Virtual Brands. C'est toutes ces marques qui sont créées par des inventeurs, des entrepreneurs fous que tu reçois ici d'ailleurs, et qui tout d'un coup, elles ont une communauté digitalisée, mais ils ont besoin à un moment de les rencontrer en vrai, de les voir, d'échanger avec eux. Et il y a de plus en plus d'initiatives en ce sens. Donc, je ne voudrais pas qu'on aille trop loin en disant attention, oui, le chiffre d'affaires en magasin diminue. Oui, c'est normal. Non, c'est pas de ce que j'ai compris, c'est la fréquentation. Et donc ça veut dire, tu vois, tout l'achat d'opportunités, le truc auquel tu penses pas, tu te balades, etc. Ça, c'est peut-être un changement profond, compliqué quand même. C'est colossal, puisque c'est presque un tiers du chiffre d'affaires du commerce qui se fait sur des produits qu'on n'avait pas prévu d'acheter. Et ben voilà. Donc là, c'est vrai que si jamais on flâne pas sur le net, quoi. Et aujourd'hui, on flâne pas sur le net. Mais alors, ça me permet de donner un peu aussi un point de vue, c'est que si ce défi du métaverse fonctionne, il redonnera à flâner. Hein, c'est ça aussi la logique. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est que ce nouveau dispositif expérientiel, il a vocation quand même à redonner à flâner de manière virtuelle. Bon, je ne sais pas si je préfère pas quand même aller dans des vrais magasins, de toi à moi. Mais... Oui, mais c'est ton métier en même temps, tu n'as pas le choix. C'est comme moi venir dans un studio télé, si tu veux, tu vois. Mais ça veut dire que ça valide en tout cas complètement, effectivement, ta démarche depuis 5 ans. C'est-à-dire, si vous voulez attirer du monde, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, il y a plusieurs tendances. Il y en a une quand même qui est... je ne sais pas jusqu'où ça va aller, cette histoire, mais tiens, on va voir le magasin Révé. Ah oui, ça c'est... Donc, leader de la grande distribution en Allemagne, Révé. Donc, le magasin plus vert que vert. Là, c'est pas possible, oui. Et donc, si j'ai bien compris, tu cueilles... Alors, en fait, Révé, c'est... Il y a un certain nombre c'est entre la ferme agricole et le magasin alimentaire. Mais alors, juste pour ça, Révé, c'est Carrefour, quoi. C'est pas des gars, c'est pas des illuminés. Non, c'est un... Voilà, ils ont fait de la vraie grande surface, quand même. Pour eux, ils ont considéré que ce magasin, c'était un magasin de défi. D'abord, un défi, bien sûr, écologique et environnemental, bien sûr. Il est tout en positif vis-à-vis de la planète, la manière dont il est construit. Les bois, même les bois employés sont des bois qui sont à proximité du magasin. C'est-à-dire, on a coupé des arbres à côté du magasin. Mais à l'intérieur de ça, il faut savoir qu'à l'étage, vous avez un champ entier de culture de basilic qui fournit tout le groupe. Il y a 800 000 plants de basilic dans ce magasin-là qui fournit tout le groupe en basilic. Après, il faut savoir imaginer qu'il y a 230 mètres cubes. Ça va, le basilic, ça prend pas trop de place, le basilic. Mais quand même, 800 000 plants, ça fait du... Il faut le faire. Je peux te garantir, quand tu le vois, ça, c'est énorme. Et la rentabilité du truc, c'est possible. Justement, c'est ça. Alors après, il y a 230 mètres cubes d'eau pour faire une ferme à poissons dans laquelle ils extraient de la chair à poisson qu'ils vendent dans le magasin. Donc, on voit qu'ils ont, de manière un peu caricaturale, je l'accorde, mais ils ont investi de manière colossale pour expliquer que c'est possible et c'est le chemin vers lequel on va. Et de plus en plus de magasins embarquent ces dispositifs alors qu'ils sont
totaux partiels. Alors, non, mais on est d'accord, tu as zéro rentabilité possible sur un truc pareil. Alors, tu peux pas vendre ton basilic au prix du mètre carré dans un truc de grande distribution, j'imagine pas. Le basilic, je dis pas qu'ils s'en sortent pas trop parce que c'est de l'hydroponique, ça coûte pas trop cher. Mais en revanche, c'est vrai que tout le dispositif, c'est vrai que le miel du magasin coûte un peu cher. Mais ils ont des ruches quand même qu'ils exploitent là-dedans. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment ou un autre, c'est quand même une logique dans laquelle la marque se doit de le faire, si tu veux. C'est-à-dire qu'elle doit se pousser l'exercice jusqu'au bout, arriver à démontrer qu'elle est capable d'aller investiguer ce sujet du green, mais dans un green qui est capable de fabriquer business. Mais la rentabilité, c'est sûr, sur un magasin aussi emblématique que ça, elle n'est pas là sur tous les sujets, mais elle est là sur quelques sujets quand même. Et on le voit très bien dans tous les dispositifs de magasins qui ont embarqué, aussi ça c'est absolument incroyable, qui ont embarqué toute l'approche de restauration. On le voit très bien aux États-Unis, de plus en plus dans les magasins, on vient se restaurer. Donc la distration. C'est le patron d'Intermarché qui m'avait appris ce mot le premier, là, il y a quelques années. Dispositif de distration, finalement, il commence à donner beaucoup de sens. Pourquoi ? Parce qu'il est aussi très vertueux. C'est bien sûr avec les produits qui arrivent en fin de vie, qui ont des dates limites de consommation limitées, qu'on arrive à se dire, tiens, je vais les transformer pour pouvoir les cuisiner, pour pouvoir les vendre à mes clients. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce rêve-là, il nous alerte, il nous éclaire en disant, attention, c'est le monde vers lequel on va. J'avais pas percuté l'histoire de produits en fin de vie que tu cuisines. Bien sûr. J'avais pas percuté ça. Mais tu sais, je pensais qu'avec la distillation, t'en prenais toujours un peu plus parce que tu mangeais sur place, etc. et tout, et qu'ils s'y retrouvaient comme ça. Mais ils s'y retrouvent avec les dates limites de consommation. Bien sûr. Alors, tout n'est pas fait comme ça, mais une grande partie, ça sert à ça. Ils les identifient. Et je veux juste raconter cette petite anecdote. Cette idée-là de distillation, elle est née, figure-toi, il y a 15 ans, j'ai vu ça en Angleterre, dans une petite chaîne de supermarchés qui s'appelait People Supermarket, qui est vraiment dédiée à des consommateurs qui s'intéressent et qui prennent en charge leur propre magasin. Et c'est eux qu'on lui dit en disant, mais c'est quand même un peu idiot de jeter des produits parce qu'on ne les vend pas. Donc, on va les transformer. Et ce petit People Supermarket, il y a 15 ans, il avait créé juste à côté de son magasin un endroit dans lequel on pouvait acheter des soupes et des sandwichs et des currys préparés uniquement. Et c'est parti de là. Voilà. Alors, juste un mot, parce qu'il faut qu'on parle aussi des innovations, ce qui est la base de ton activité maintenant. C'est truffé évidemment d'innovation, mais tu as vu. Par rapport à tout ce qu'on raconte sur Rêver, ce qui se passe autour du bio, c'est même assez spectaculaire sur le lait bio. On en a déjà parlé dans cette émission. Tu as quand même 30% des volumes de lait bio qui ont été déclassés pour pouvoir les vendre. C'est terrible. Donc ça veut dire que, tu vois, cette démarche-là, elle est quand même challengée par le consommateur au regard du prix, tout simplement, quoi. Pas que le prix. Pas que le prix, d'ailleurs. Pas que le prix, parce que, en fait, on est en train de toucher du doigt que le dispositif du bio a peut-être ses limites en termes de part de marché, mais surtout que finalement les acheteurs du local sont aussi les acheteurs du bio. Et comme tous les produits le lait, il est local. J'ai entendu ça, mais le lait, il est local. Non, mais on est d'accord. Le lait, il ne devrait pas normalement être victime de ça, tu vois. Les œufs, c'est pareil. Je suis 100% d'accord avec ça. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que lorsque on a basculé l'ensemble de cette production, qu'on est allé très très loin et très vite, et c'est bien et c'est formidable, d'accord, on en a oublié les vertus du marché, la fameuse élasticité prix, c'est-à-dire qu'à un moment, au-delà d'un certain prix, on ne peut pas aller. Voilà, et ça, c'est la clé du système. Mais attention, il y a beaucoup d'acheteurs locaux qui achètent des produits locaux, qui sont aussi des acheteurs bio. Et donc, mécaniquement... Et la tomate bio qui vient d'Égypte, ça passe plus. Voilà. Oui, ça j'ai compris. C'est ça que je voulais dire. Sur le lait, c'est quand même hard. Les gars qui ont investi massivement, quand même. Massivement. 3 minutes. La techno absolument partout. C'est ça la clé, en fait. Oui, la techno, mais une techno qui a du sens. Plus la techno pour la techno, une techno qui change la vie. Tu as même le corner shop, là, c'est le laboratoire. Eux, ils ont fait un magasin de techno. De techno, exactement. Alors là, il a fermé depuis, mais Shoreditch, c'est vraiment un quartier génial à Londres, très événementiel, très bobo, machin, tout ça. Et eux, ils ont inventé un corner dans lequel on va pouvoir tester des innovations pour les acheter. En fait, ils les vendent. Donc, vous pouvez rentrer, vous êtes reconnaissance faciale, vous avez une application. Ça, j'avais adoré ça. C'est une application qui te permet de jauger la lumière dans ton magasin, dans les zones dans lesquelles tu es. C'est-à-dire que tu dis, il y a trop d'éclairage ici, hop, tu jauges et hop, ça te met un peu moins. Donc, c'est vraiment, tu t'appropries le magasin. Il y a cette logique que tu évoquais tout à l'heure au niveau de la coiffure d'Amazon. Là, c'est la même chose au niveau du vêtement. C'est-à-dire que tu peux tester tes vêtements sans les passer. C'est-à-dire
C'est-à-dire tu les regardes et puis tu dis c'est ça que je veux et tout d'un coup, hop, tu te retrouves habillé. Voilà notre ami de Corner Shop. Et dernier point, mais on en avait déjà parlé la dernière fois qu'on avait fait cette émission ensemble, tout ce qui commence à prendre un tout petit peu le contact client de la grande distribution. J'ai vu que Carrefour avait signé avec une appli italienne qui en fait fait tes courses à ta place. Oui, alors ça... Tu remplis ton truc sur là et les gars vont faire tes courses à ta place. Et là, il y a un sujet quand même challenging pour eux. Oui, il y a un sujet challenging et ça me permet d'éclairer sur les fameux dark stores, tu sais, dont on parle beaucoup parce que c'est un vrai sujet. Il y a ça aussi dont les municipalités veulent plus. Exactement, et ça c'est un vrai sujet parce que ce qu'il faut comprendre derrière le dark store et aujourd'hui la mise en avant des dark stores, la première promesse c'est la vitesse de livraison. La première, c'est vrai, je l'ai testé, c'est 10 minutes, 12 minutes, c'est absolument bluffant. Mais il faut bien comprendre où est-ce que vont ces dark stores demain. Le dark store, son objectif ne sera pas tant la vitesse, mais ça sera surtout la connaissance, c'est ce que tu disais. C'est-à-dire que leur défi, c'est d'arriver à encapsuler un nombre suffisant de clients pour arriver à faire vivre un dark store sur le fait que toi comme moi, 80% des produits alimentaires que nous achetons chaque semaine, ce sont les mêmes que la semaine d'avant. Et donc le dark store, ça ne sera pas être un dark store anonyme, ça va devenir demain le dark store de 200, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 clients dont on connaît absolument parfaitement chaque achat, chaque produit et qui sera livré avant. Au moment où vous jetterez votre bouteille de lait, on vous sonnera à la porte pour vous en donner une nouvelle. C'est ça l'objectif. Et quand on déménagera, on préviendra Gorillaz ou je ne sais pas qui. On va là. C'est ce que vise. Merci Rodolphe. Merci Stéphane. Rodolphe Bonas donc avec nous et maintenant Thomas Philippon. On continue d'ailleurs à discuter en partie grande distribution.